Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir de converser aujourd'hui avec M. Didier Marmot. M. Didier Marmot est président, non, il est tête de la liste Vivre HLCR. Bonjour M. Marmot, comment allez-vous? Bonjour M. Laouché, très bien. Et vous-même? Je vais bien, merci. Pas de problème. Vivre HLCR, c'est quoi? Mais Vivre HLCR, c'est un mouvement politique qui existe HLCR depuis 1993. Donc il a plus de 33 ans, vous voyez un peu. Et c'est un mouvement qui, depuis des décennies, et ça fait 3 mandatures, que nous sommes à la tête de la ville de HLCR. Et donc ce mouvement, qui est né grâce à Luc Louison Clémenté, qui est son président, et qui l'est toujours d'ailleurs, et avec tous ceux qui l'ont accompagné pour créer un mouvement avec des valeurs, un mouvement qui voulait prendre les destinées de la commune. Donc destinées de la commune depuis 2008. Luc Louison Clémenté, il est maire de HLCR. Il est le maire de HLCR, il est aussi le président du mouvement Vivre HLCR. Il ne se représente pas? Il ne se représente pas. Ah non, vous voulez prendre sa place? C'est pas que je veux prendre sa place. Non. Vous savez, on a des militants, on a des statuts et il y a eu une réunion des militants qui se sont réunis et ils ont décidé à l'unanimité que je puisse être à la tête de liste du mouvement Vivre HLCR pour les prochaines élections municipales en 2026. D'accord. Vous êtes peu connu dans le monde politique. Oui, on peut dire ça comme ça, mais être peu connu dans le monde politique et puis avoir une vie qui tourne autour de la politique, c'est pas la même chose. Parce que oui, c'est vrai, j'arrive, mais j'arrive pas maintenant. Quand vous m'avez posé la question de Vivre HLCR, c'est quoi Vivre HLCR? Mouvement qui est né en 1993, mais je suis dans ce mouvement depuis 1994. J'y suis rentré à l'âge de 22 ans. Et tout de suite, j'ai été le premier président du conseil associatif de ce mouvement. Donc c'est pour vous dire que la politique, j'y suis depuis plus de 30 ans. Et ce qui est intéressant et très important pour moi, c'est dans les conditions dans lesquelles j'ai connu ce mouvement. Puisqu'en fait, Luc Louison Clémenté et Fred Dernay, à l'époque, défunt Fred Dernay, étaient venus à côté de chez moi pour parler de politique. Et mon père a décidé de m'emmener. Il m'a dit, tiens, tu vas venir avec moi, on va voir quel est ce mouvement, puisqu'il ne savait pas trop encore vers qui voter. Et vous aviez quel âge? Et j'avais 22 ans. J'avais 22 ans. J'avais 22 ans. Et j'étais très jeune à l'époque. Hein. Et pour moi, ça a été une révélation. C'est-à-dire ce qu'ils ont dit. Mon père ne m'a pas parlé lorsqu'on est sorti de cette réunion. Il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, papa, mais c'est exactement les valeurs qu'on défend. Chez nous, puisqu'on est une famille très soudée, vous savez, le repas du dimanche autour de la table, très constructif parce qu'on discutait entre nous. Et là, le discours que j'entends, les valeurs qu'il y a, la manière, la vision de voir les choses, cette espèce de chaleur humaine, ça correspondait à tout ce que j'avais connu avec mon père. Père militaire, mère au foyer, vous imaginez une éducation assez stricte, mais avec des valeurs très fortes. Valeur travail, la valeur au niveau du respect, le respect des autres, la valeur au niveau de la parole donnée. Si tu donnes ta parole, tu vas jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé jusqu'à maintenant. Parce que lorsque vous donnez votre parole, vous devez être derrière ce que vous faites et ce que vous dites. Et ça, je l'ai appris avec mon père. Et Vivre HLCR, dans son discours, on a retrouvé tout cela. Et depuis, je peux vous le dire, avec fidélité totale avec ce mouvement, on n'a jamais dévié depuis plus de 30 ans. Pourquoi je dis on n'a jamais dévié? Parce qu'il y a moi, il y a aussi la famille, mais il y a ma sœur, qui à un moment donné a été adjoint au maire au sein de l'équipe municipale de Luc Louison Clémenté. C'est pour vous dire l'ancrage que nous avons avec ce mouvement. Au-delà de l'ancrage familial, puisque nous sommes, mon père est de Fonlahaye, issu d'une famille qui était sur le Morne Rouge,
et qu'il y a encore des marmots sur le Morne Rouge, mais avec l'éruption de la montagne Pelée, nombre d'entre eux sont partis et ils ont été accueillis à Shellshare. Je dis bien le mot accueillis, c'est très important pour moi. J'en parlerai tout à l'heure parce que vous me poserez une question sur des points qui ne vont pas, entre guillemets. Et ils ont été accueillis à Fond-la-Haye, réfugiés. On leur a donné un lopin de terre. Et là, toute la famille, donc l'ancrage est très fort. Et ensuite, nous avons eu l'opportunité, mon père a eu l'opportunité de construire sur des marches, sur les hauteurs. Et ça m'a permis de connaître la vraie vie. Mais quand je vous dis la vraie vie, monsieur Laouché, ce n'est pas un mot galvaudé. Parce qu'il faut que les Shellsharoises et les Shellsharois, ou ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, qu'ils puissent savoir que ce n'est pas une cuillère en argent que j'ai eue dans la bouche et qu'on a eu dans la bouche. On est vraiment issus d'une famille modeste. Et mon père a eu sa mutation définitive sur la Martinique, parce qu'on a bourlingué, hein, on a fait l'Afrique, on a fait l'Hexagone, on est revenu sur la Martinique. Et lorsqu'il a eu sa mutation définitive, on habitait à Desmarches, mais Desmarches, là où on habitait, n'avait ni électricité ni eau. Donc je peux vous dire que je sais ce que c'est que vivre dans des conditions pareilles, et je ne vais pas vous mentir que je n'en veux même pas à mes parents. Pourquoi ? Parce que c'était de tels moments, mais très forts, familiaux, où on a appris énormément de choses. À partager, rester ensemble, respecter les personnes autour de soi, etc. Je vous donne un exemple. Pour avoir de l'eau à cette époque-là, vous attendez, parce qu'il fallait descendre, on était sur les hauteurs, il fallait descendre presque 1 kilomètre plus bas pour aller chercher l'eau, parce que le tuyau, la pompe, il n'y avait pas de pompe à l'époque. Remplir les bidons à partir de 20h, quand il y a moins de monde qui utilisait l'eau. À remplir des fûts à 20h, le lendemain matin, avant d'aller, et j'étais au lycée à l'époque, je rentrais au lycée Shellshare, 16 ans. Donc je peux vous dire que je sais ce que c'est. Et donc à partir de là, vous aviez cette espèce d'action quotidienne, mais qui nous a appris la vie. Parce que cette eau-là, c'était pour, bien sûr, se laver, nettoyer, etc. Pas de WC, WC chimique. D'accord ? Donc je ne suis pas là pour me larmoyer ou faire les gens. Non, pas du tout. C'est pour expliquer, je sais d'où je viens. Je sais ce que je peux apporter à cette commune par rapport à ma connaissance de cette vie quotidienne, par rapport à mon envie. Si on devait me caractériser, monsieur Laouché, ça serait, en 3 mots, volonté, persévérance, abnégation. Mais ça, je l'ai appris avec cette vie que j'ai eue. Et pourtant, ça ne m'a pas empêché, ça ne nous a pas empêché de faire des études et de réussir. Parce que c'est ça aussi l'école de la méritocratie. J'étais, je vous l'ai dit, au lycée Shellshare. J'ai été après sur le campus, je suis devenu professeur d'histoire. Après ça, vous adorez votre métier, parce que je suis quelqu'un de passionné. Et puis, vous voyez qu'à un moment donné, vous pouvez aller plus loin pour aider plus de personnes. Ben, vous devenez personnel de direction. Vous partez dans l'Hexagone. Vous savez, partir, ça fait peur à beaucoup de monde. Moi, partir, pour moi, c'est m'enrichir. Mais c'est m'enrichir pour pouvoir mieux revenir, parce que c'est ce que j'ai fait. Je suis parti, proviseur adjoint, principal adjoint, ensuite je suis devenu principal, assez rapidement, et puis je suis revenu. Alors que j'avais d'énormes possibilités, d'énormes opportunités, et j'ai dit non. Ces opportunités-là, elles sont aussi dans mon île, et je ne regrette pas. Regardez, je reviens, je prends des établissements assez difficiles. J'étais à Dillon 2, avec les quartiers de Volga, Baie des Tourelles, Canal-Alaric, Sainte-Thérèse, Renéville, des quartiers lourds, et pourtant j'ai passé des années merveilleuses. Parce que lorsque vous faites le travail auprès de ces personnes, vous êtes, comment je dirais, vous êtes au plus près de leurs préoccupations, mais ils vous remercient quelque part de ce que vous voulez faire, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être aidés au quotidien tout le temps. Et je suis resté 4 ans à Dillon 2, c'était 4 années merveilleuses. Et ensuite, vous prenez le lycée La Jetée au François, très très belle expérience, très très belle aventure, qui m'a permis d'avoir les éléments et puis les compétences me permettant d'avoir le lycée Shellshare aujourd'hui. Vous voyez un peu, la boucle est bouclée. Ancien élève du lycée Shellshare qui se retrouve maintenant au lycée Shellshare, c'est magnifique, c'est beau. Et je pense que c'est ça qui est important de dire, ne jamais baisser les bras, quels que soient les problèmes que vous pouvez avoir, et surtout être toujours positif. Qu'est-ce que votre grand-père faisait ? Le grand-père paternel. Paternel. Mon grand-père paternel était un agriculteur.
Il avait C'est un des agriculteur. agriculteurs et il avait des bœufs aussi. Donc il avait des bœufs qu'il emmenait. Vous parlez de ça, vous allez comprendre. Vous avez vu Font-Lailler des Marches? Il emmenait ses bœufs jusqu'à Morneau-Bœuf au Carbet. On a pas cette route-là. Donc vous imaginez le périple qu'il avait. Donc c'est des choses qui me sont remontées, qu'on m'a racontées, et je n'ai pas eu la chance, à mon grand désespoir, de pouvoir connaître mes grands-parents maternels et paternels, papa Fifi et maman Tété, et ni du côté aussi de ma mère. Aucun d'entre eux, puisqu'ils sont morts très tôt. Et c'est quelque chose qui est pour moi, je pense que il y a une petite fêlure par rapport à ça, parce que j'ai été prof d'histoire, donc vous imaginez bien qu'un prof d'histoire aime connaître le passé. J'aurais voulu savoir ce qui s'est passé. J'ai des histoires, mais c'est pas la même chose que de parler, converser avec la personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment admiratif de nos aînés. Parce que, quelque part, ils me font penser à ces grands-parents que je n'ai pas eus. Et à chaque fois que je suis avec eux, c'est un véritable bonheur. Vous avez 22 ans, Oui. et au lieu que ce soit vous qui preniez votre papa pour l'emmener dans une réunion politique, c'est lui qui vous prend pour vous emmener quelque part. Oui. Pourquoi, à 22 ans, vous avez été un gamin? Non, pas du tout. C'est simplement qui me prend. L'image, c'est pas me prendre. C'est qu'à un moment donné, on n'était pas sur la politique, aller voir des partis, aller chez l'habitant. Vous étiez sur quoi? Pendant votre jeunesse, Oui. 16 Alors, à 17 ans, 18 16 ans, à 17 ans, 18 19 ans, président président d'une association. Je deviens président d'une association qui s'appelle ZICAC. Et durant cette période, j'ai côtoyé énormément de personnes parce qu'on mettait en place des actions dans le quartier des Marches. Donc actions culturelles, actions pédagogiques, actions sportives. Et effectivement, durant quasiment 4 années, je n'ai pas arrêté non-stop avec tous les camarades du quartier à mettre en place des actions pour faire en sorte que notre quartier puisse être animé, que nos jeunes puissent avoir des perspectives. Je vous donne un exemple, tout l'argent qu'on gagnait, je dis bien qu'on gagnait durant l'année, en faisant des ventes, en faisant des rallyes dans la forêt, en faisant des sorties, etc. Tout cet argent-là était dépensé à la fin de l'année pour Noël. On dépensait tout. Est-ce que vous Pourquoi êtes né en Martinique? Non, je suis né à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Négropolitain pour certains, fier de l'être, sans problème. Mais je pense que ma force est celle-là, puisque quand vous avez le papa militaire, vous êtes parti. Hein. Justement. Donc voilà. Donc votre père était militaire. Voilà. Il avait quel grade? Quand il a terminé major, il a pris tous les grades des sous-officiers. Il a pris le dernier grade. D'accord. Donc il a pris tous les échelons, et je pense que si papa avait l'opportunité de pouvoir faire des études comme nous aujourd'hui, papa serait encore plus... Il serait général? Peut-être pas général, mais en tout cas, il serait vraiment, je pense, un poste de commandement. D'accord. Vous avez fait quel pays avec lui? On a fait le Tchad. Oui. Ensuite, on a fait l'Hexagone surtout. On a fait Toulouse, Bordeaux, Paris, la Martinique, puisqu'il a eu une mutation sur la Martinique. J'ai fait l'école primaire à Font-Lailler. J'ai fait l'école primaire, j'avais 7 ans. Donc j'ai fait école primaire pendant 2 ans. Et ensuite, on est reparti sur Toulouse, Bordeaux. Et lorsqu'il a eu sa mutation définitive, c'était en 1985. Il a rencontré sa femme où? Là-bas. En Donc France. en France, là-bas. D'accord. Voilà. Il était... Et qu'est-ce qu'elle faisait, la dame? elle était... Oui, quand ils se sont rencontrés, vous savez, c'est ça. Hein. La vie, elle est extraordinaire. Mon père il était militaire, mais parachutiste. Donc il a eu un problème au pied. Il avait un plâtre et ils se sont rencontrés dans l'hôpital. Elle était infirmière. Elle était l'infirmière, tout simplement. Et après, elle a quitté son travail. Oui, elle tout était à femme fait. au foyer. Donc Elle a quitté, elle a laissé son travail. À un moment donné, mon père, je pense qu'ils ont discuté entre eux. Lui, il avait des ambitions, je pense, d'aller le plus loin possible. Et il lui a dit, je vais pouvoir aider la famille. Et à ce moment-là, est-ce que tu peux rester en étant femme au foyer? Ce qu'elle a accepté. Et lorsque je vois le travail qu'elle a fait, parce que je l'ai déjà dit une fois lorsque j'ai été interviewé, femme au foyer, c'est un métier. Elle nous a accompagnés, on est 3, j'ai oublié de vous dire. J'allais vous le demander. Voilà, nous sommes 3, je suis l'aîné, oui. Ma sœur la cadette et mon frère. Et on a tous un an de différence. Donc Un j'ai an de 53, différence. 52, 51. Voilà, D'accord. on a tous un an de différence.
Donc voilà, ils se sont rencontrés et je pense que cette vie de pouvoir aller un petit peu partout nous a forgé un fort caractère. Et puis nous a forgé aussi dans cette idée du respect de l'autre. Parce que vous découvrez au Tchad, on a passé des moments extraordinaires. Vous découvrez d'autres cultures, vous côtoyez d'autres personnes. Quand vous venez sur Dezé, vous êtes parmi les rares à être des Antillais sur Dezé. Donc tout ça c'est important. Et moi je pense que ça me permet d'avoir cette ouverture d'esprit et puis cette capacité à aller vers les autres. Est-ce que vous avez des amis? Comment des amis, quand vous dites des amis? Ben, je vous demande. Ah oui, bien sûr, j'ai des amis. Mais en général, Oui. Les amis que l'on a vraiment, Oui. ce sont des gens que l'on connaît dès l'école primaire. On Oui. fait le cours moyen, cours moyen, etc. Je vois. Vous n'avez pas fait ça. Non, c'est-à-dire que je n'ai pas fait ça, mais les amis que j'avais peut-être sur 3 ans ou sur 5 ans quand on restait quelque part, c'est des amis que j'ai jusqu'à maintenant. J'ai des amis là qui sont là depuis plus de 30 ans. Vous avez des amis tchadiens, quoi. Non, parce que j'étais assez petit au Tchad. Hein. On était trop jeunes pour pouvoir garder ce lien-là. Mais les amis sur Toulouse, Bordeaux, Paris, j'en ai jusqu'à maintenant. D'accord. Ouais. Ok. Vous connaissez les sœurs Nardal, bien entendu. Et il y en a une, c'est Paulette évidemment, qui dit l'engagement de Paulette visait à ébranler les fondements même de la colonisation. Mais avant de parler de Paulette Nardal, j'ai fait une erreur. Je vais vous parler de vous-même. Oui. Vous êtes marié? Je suis ce qu'on appelle, je vis avec ma femme en concubinage. Donc nous sommes une famille recomposée. Donc elle a 2 et moi-même nous avons 1 ensemble. Donc un garçon de 18 ans. Nous avons un autre de 12 ans et on a notre dernier qu'on a eu ensemble qui a 6 ans. 6 ans. 3 garçons. 3 garçons. Ouais. Vous êtes content? Heureux. Est-ce que vous avez espéré une fille? Ne parlez même pas, monsieur Aouché, on n'appuie pas là où ça fait mal. Mais j'ai espéré une fille, je ne vais pas vous mentir, oui, j'ai espéré une fille, mais lorsque je vois la joie que j'ai d'avoir mon petit garçon et d'avoir ses 2 frères autour de lui, c'est très très bien comme ça, rien n'arrive par hasard. Et qu'est-ce qu'elle fait, votre femme? Elle est professeure de sciences naturelles, et on dit SVT maintenant, au lycée Schellcher. Le lycée Schellcher Oui. aussi. D'accord. Et elle doit être embêtée, hein? Par quoi? Ben, par vous êtes en train de vous lancer en politique, là, alors que vous avez un bon job, vous avez des enfants, qu'est-ce que vous avez fait en politique? Oui. Alors, excellente question, mais elle n'est pas embêtée, parce qu'en fait, je ne vais pas vous mentir, très tôt, lorsqu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, je pense que un jour je vais aider mon île, je ne sais pas comment, je vais pouvoir l'aider, je vais devoir l'aider, donc il se peut que la politique vienne à moi. Elle était au courant, on en a discuté, elle m'a dit écoute, on verra comment ça va se passer. Et lorsque j'en ai discuté avec elle, puisque c'est une décision quand même familiale, hein, à un moment donné, on en a discuté, elle m'a dit vas-y, parce que de toute façon, c'est en toi, tu aimes les gens. Et ça c'est vrai, lorsqu'elle a dit ça, elle m'a bien représenté, tu aimes les gens, et je pense qu'ils ont besoin de toi et que tu peux leur apporter les compétences que tu as. Donc vas-y, et puis on travaillera et on fera en sorte, comme on l'a toujours fait, de travailler ensemble pour que nos enfants n'en pâtissent pas trop. Votre aîné à quel âge? 18 ans. Il va passer le bac cette année. Il a retard. 17, il a eu 17 ans, il a eu 18 ans cette année. Donc non, il n'est pas en retard. Il va avoir... Il vous est vexé, là? Non, pas du tout. Pas du tout. Il a l'âge où il va passer le bac. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il va passer quel bac? Il va passer le bac, vous savez, on ne dit plus bac S, etc. C'est fini. Donc il a pris des enseignements de spécialité qui lui permettront d'aller vers ce qu'il a envie de faire. Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Ben, pour l'instant, il se cherche. Il se cherche. Il a choisi les langues, et, il a choisi les mathématiques. Mais il a une petite idée, mais il veut la conforter par rapport à... Lorsque j'aurai le bac, je choisirai l'établissement définitivement. Et comment il prend le fait que vous engagez à ce point-là? Il n'est pas étonné. Il n'est pas étonné. Il est au lycée.
Il est au lycée. On en a discuté à un moment donné. Il m'a dit c'est tout à fait logique. Tu aimes ça, tu es passionné, et c'est une autre manière d'aider les autres. Parce qu'il sait que j'aide nos élèves, il sait que j'ai une passion pour mon métier, mais il connaît aussi cet aspect de transmettre, cet aspect de vouloir aussi aider les autres personnes d'une autre manière. Et ça, oui, il a compris très vite. D'accord. Quand je vous écoute, je pense qu'il y a deux sortes de mères. Mhm. Il y a les mères entrepreneurs, Oui, il y a les mères assistantes sociales. oui. J'ai l'impression que vous êtes plutôt mère assistante sociale. Est-ce que je me trompe? Vous vous trompez pas, mais je dirais mère entrepreneur aussi, parce que ma force, c'est... Vous savez, je suis proviseur de lycée, et en étant proviseur de lycée, monsieur Laouché, vous touchez à énormément de choses. Vous êtes pilote, vous touchez à l'humain avec les ressources humaines, vous touchez à la pédagogie, vous touchez aussi à l'éducatif, à l'éducation. Vous touchez à énormément de choses qui vont vous permettre, et en tout cas qui moi je le pense, vous permettre en tant que maire d'avoir déjà ces éléments-là. Je vous donne un exemple. Proviseur de lycée, vous avez le conseil d'administration, vous avez des commissions, vous avez un tas d'institutions, disons d'institutions, un tas de commissions qui sont mises en place pour pouvoir vous aider à mieux gérer et à obtenir, disons, à aller vers les objectifs que vous vous êtes donnés. Donc lorsque vous me dites social, oui, j'ai du social. Dans le lycée, j'ai du social. Et je peux vous dire que j'en ai, plus qu'on ne le croit. Vous devez aider ceux qui sont en difficulté, qui sont très bons, qui ont envie de réussir, et puis des fois, la vie qu'ils vivent chez eux ne leur permet pas d'avoir certaines choses. Donc vous vous aidez. Vous êtes entrepreneur, disons, vous voulez entreprendre, ben oui, comment? Ben, de plus en plus, vous avez vu la conjoncture économique que nous avons? De plus en plus, nous savons qu'on va devoir aller chercher l'argent là où il est. Je vais chercher l'argent là où il est lorsque je suis au sein de l'établissement. Et je peux vous dire qu'on a des partenaires qui nous suivent parce qu'ils ont confiance. Oui, il y a le côté social, mais oui aussi il y a le côté entrepreneur. Mais ça, imaginez ce que je peux faire avec toutes ces compétences au niveau d'une mairie. Parce que c'est de la politique que je fais tous les jours. On parle là, il ne fait pas politique. Première question, vous me dites, vous n'êtes pas connu ça. D'accord? Je fais de la politique tous les jours. Monsieur Laouché, tous les jours, c'est de la politique. Même si c'est à l'aune du lycée Schellcher. Mais cette politique-là, vous êtes obligé de prendre des décisions, vous êtes obligé de trancher, vous êtes obligé de piloter, vous êtes obligé d'accompagner. Et ça, c'est de la politique. Je vais plus loin. Vous avez tous les établissements dont je vous ai parlé. J'ai fait collège, principal de collège. J'ai fait 5 établissements en tout. D'accord? Adjoint dans un. Ensuite, j'ai fait principal 2 fois. Et ensuite, proviseur 2 fois. Ces établissements, si on doit compter le nombre de personnes que vous gérez. J'ai compté. Je suis à plus de 12 000 personnes. C'est-à-dire que vous avez les parents d'élèves, vous avez les agents, vous avez les administratifs, vous avez les professeurs. Vous avez toutes ces personnes, les partenaires. Vous avez dire les professeurs comme c'était le pire. Non, les professeurs. Non, les professeurs pour dire qu'ils sont importants. Ah oui, non, pas dans ce sens-là, pas du tout. Qui sont importants. Oui, vous avez les professeurs. Là, j'ai plus de 100 professeurs. Nous avons plus de 100 professeurs au sein du lycée. Donc quand vous faites le calcul, c'est 12 000. La ville de Schellcher, c'est combien de votants? C'est 15 000 votants. Monsieur Laouché. Et combien d'habitants? 19 000, entre 19 000 et 20 000 habitants. D'accord? Donc, écoutez, à ce niveau-là, la politique, oui. Et c'est ça que le Schellcherois, la Schellcheroise demande. C'est de connaître ces dossiers, c'est d'aller au plus près, c'est d'aller à la proximité. Et je suis dedans matin, midi et soir. Donc ce que je veux vous dire, pour moi, le gap n'est pas aussi grand que de passer du lycée Schellcher à la ville de Schellcher. Ce n'est pas un problème. Parce que je suis déjà quelque part en train de gouverner, entre guillemets. Parce qu'on ne gouverne pas un lycée, on le pilote. Mais vous avez les mêmes éléments que vous pouvez utiliser pour pouvoir arriver à quoi? À des solutions. Et si DJ Marmot devait se... Je vous ai dit qu'il y avait 3 mots qui me caractérisaient, mais un mot que j'adore chez moi, c'est solutionner. J'essaye toujours de solutionner les difficultés ou les problématiques qui se posent à moi dans tous les domaines. Un maire, ce n'est que ça qu'il doit faire. Solutionner et trouver, donner un cap à la politique que vous devez donner.
À vous entendre, parce que moi, je vous ai entendu là, parler de gestion. Et j'ai l'impression que vous faites donc une confusion entre gestion et faire de la politique. Ce que vous faites, c'est que vous gérez le lycée Schellcher avec tout ce qu'il y a à gérer. Mais comme tous les chefs d'entreprise, ça voudrait dire que ne peuvent être politiciens aux responsabilités que des gens qui ont géré des chefs d'entreprise. Pas du tout. Où est-ce que vous m'avez la façon dont vous parlez là, vous donnez tellement d'importance au fait que vous gérez, en gérant, je fais de la politique. Mais le professeur qui est au lycée Schellcher ne gère pas le lycée Schellcher, mais il peut être un aussi bon politicien que vous. Totalement, totalement. Mais peut-être qu'il n'aura pas une comment je vais dire ça, une compétence que je peux développer. Je vous donne un exemple. Il peut gérer sans problème. Alors là, je suis totalement d'accord avec vous. Mais moi, à mon niveau, ce n'est pas de ma faute si je suis chef d'établissement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'utilise cette opportunité d'être chef d'établissement pour me permettre d'avoir encore plus de compétences à ce niveau-là pour diriger une commune. C'est des compétences que je ne vais pas aller avoir à découvrir ou à chercher à faire, parce que je pense les avoir déjà. Vous avez déjà. Ok. Paulette Nordal, l'engagement de Paulette Nordal visait à ébranler les fondements même de la colonisation, puisqu'il visait l'impérialisme et le racisme, ses bases, mais elle était persuadée que l'accession de son peuple à l'égalité passait par l'appartenance à la République et le statut de citoyenneté français. Française plutôt. À ce sujet, la position de ses sœurs est moins connue. Qu'est-ce que vous pensez de ça, ce que je viens de lire? Très intéressant. Très intéressant parce que Paulette Nordal qui s'est battue, qui a vraiment un passé et qui a œuvré énormément sur cette question-là, pour elle, c'était par ce passage-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je pense que c'est, à mon niveau, je pense que c'est quelque chose qui peut être compris et compréhensible. Parce que pour elle, l'idée, c'est de se dire que cette méritocratie dont je vous ai parlé et dont elle a bénéficié peut permettre à ce peuple-là, à ce moment-là et au moment de se devenir, de prendre, comment je dirais ça, d'arriver à un niveau d'émancipation permettant ensuite d'ouvrir plus de perspectives. Parce que ce que dit Paulette Nordal là, c'est dans la République. Oui, on peut faire énormément de choses dans la République sans se perdre et sans être sur, disons, un chemin qui vous permettrait de ne pas réussir. En tout cas, moi, j'apprécie cette phrase-là. Je le dis, j'apprécie cette phrase qu'elle dit. Mais ça ne veut pas dire que vous restez figé dans ces positions-là. La vie vous montre qu'il faut s'adapter. Et moi, quand je regarde ce que je fais, dans tout ce que je fais, vous vous adaptez, vous regardez comment se passent les choses, vous avez des convictions, et les convictions qui sont là sont très fortes, et les miennes aussi, et vous regardez que la population, de quoi a-t-elle besoin? Comme a fait Césaire, qu'a-t-il fait? Ils étaient sur indépendance, et à un moment donné, il regarde son peuple, il se pose des questions, et il dit, vous savez quoi, on va mettre un moratoire, parce que je crois que le peuple, il est plus dans cette logique d'aller vers la République. Il s'est adapté, et pourtant, il n'était pas sur cette position-là dès le départ. Donc ça, je vois ça comme ça, en tout cas. Vous voulez être au pas du peuple ou un pas avant le peuple? Moi, je veux être Didier Marmot, qui a une vision, qui a envie d'emmener les gens, qui a envie de leur proposer une autre manière de voir les choses, parce que je pense que j'ai une autre manière de voir les choses. Mais je ne suis pas Didier Marmot qui est tout seul, parce que vous avez une équipe, vous avez des gens avec vous, vous avez, comme vous dites, le peuple aussi. Le peuple, la majorité, des fois, elle a tort. Donc, des fois, elle a tort, la majorité. Mais le but du jeu, c'est de faire en sorte que vous, en tant qu'homme politique qui a envie de faire avancer les choses, mais de pouvoir écouter. Vous pouvez avoir une vision, mais vous pouvez écouter. Je suis au sein de l'établissement. J'ai une vision pour l'établissement qu'on a mis en place avec mon équipe. On fait avancer les choses, on veut que les élèves puissent réussir, on veut que tout le monde puisse réussir, on veut que l'excellence soit mise en avant, plus que l'élitisme, ce que j'ai connu quand j'étais au lycée Schellcher d'avant. Moi, l'élitisme, je ne veux pas en entendre parler. Donc je suis sur l'excellence. C'est une vision. Mais à un moment donné, il y a certaines choses qui se passent.
Vous prenez du recul, vous écoutez, vous regardez, vous essayez de voir comment on fait pour aller vers cette vision, mais sans laisser les gens sur le bord du chemin parce qu'ils sont incompris. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que je vois les choses. Le débat politique aujourd'hui en Martinique, quel est le débat politique aujourd'hui en Martinique, selon vous? Le débat politique qui est en Martinique, selon moi, en ce moment, mais il est sur... je ne vais pas dire émancipation, je vais dire... nous voulons... comment je vais dire ça? Nous cherchons... La plupart d'entre eux cherchent l'autonomie. Il y en a d'autres qui cherchent l'indépendance, c'est un entre-deux, et tous se posent des questions. Nous, le Congrès, de savoir si on prend plus d'autonomie, on nous donne plus d'autonomie pour pouvoir réussir. Le débat, il est surtout là-dessus. Mais est-ce que le peuple est là-dessus? Je ne sais pas. Ben, et vous? Mais moi, à mon niveau, je vais vous dire quelque chose, monsieur Larouché. Vous m'avez invité dans votre émission, et j'ai oublié de vous remercier d'ailleurs. Mais il n'y a pas de quoi. J'ai oublié de vous remercier. Et vous m'avez invité, et en fin de compte, c'était pour parler de Didier Marmot, qui il est, qu'est-ce qu'il veut faire pour sa commune. Et c'est vrai que je suis véritablement focalisé sur ce que je veux faire sur Shellcher. D'accord? Donc je ne vais pas vous dire... c'est pas votre problème. Non, c'est pas que c'est pas mon problème. C'est pas que c'est pas mon problème. Pour l'instant, j'estime que les problèmes des Shellcherois sont plus importants. Et ces problèmes-là, ils méritent d'être discutés, ils méritent qu'on puisse en parler pour faire en sorte que certaines situations ne puissent plus exister. Voilà. Alors parlons de Shellcher. Oui. C'est une commune qui a plein de problèmes alors. C'est une ville ou une commune? Ah non, c'est une commune. Moi je l'appelle ville, on peut dire les deux. Les deux? Les deux. Alors elle a plein de problèmes ou pas? Elle a ses problèmes. Mais Shellcher, monsieur Laouché, vous le savez très bien. Mais ça fait combien de temps que vous êtes au pouvoir à Shellcher? Ça fait 18 ans. Et vous n'avez pas encore résolu les problèmes? Monsieur Laouché, vous êtes bien censé savoir que Shellcher est une ville attractive. Vous êtes bien censé savoir que Shellcher est une ville où beaucoup de personnes souhaitent y habiter. Vous êtes bien censé savoir que cette ville et cette commune, avec le travail qui a été mis en place par Luc Louison Clémenté et son équipe depuis, comme vous l'avez dit, 18 ans, c'est-à-dire 3 mandatures, ce n'est pas une politique qui est arrivée par hasard. Shellcher est une ville attractive. Oui, elle a des problèmes, on en parlera. Mais globalement parlant, on s'y sent bien. Globalement parlant, c'est une ville sécure. Globalement parlant, c'est une ville qui a cette capacité à avoir des infrastructures, à tout avoir sur son territoire. Tout avoir sur son territoire, et c'est ce qui fait notre force. Des plages qui partent de Lens-Gouraud jusqu'à Font-Bernier, des plages qui permettent à, non pas que des Shellcherois, mais à toute la population de pouvoir venir tranquillement, en toute sécurité avec sa famille. La place, n'en parlons même pas. Je rencontre des gens quand je discute avec eux sur la place, ou que je suis chez Liliane, au niveau du le petit bar qui est près de la place, nous discutons, etc. Mais les gens sont heureux d'être dans leur ville. Des personnes me disent qu'ils viennent du Robert. J'ai dit, mais vous venez du Robert, mais attendez, vous laissez la place de Trinité. Non, c'est plus grand, mon enfant peut faire du roller, du vélo, il peut s'amuser, etc. C'est-à-dire que il y a cette chance d'avoir cette intergénération. Vous avez les petits, vous avez les adolescents, vous avez les adultes, vous avez les personnes aînées. Tout le monde s'y retrouve, en paix. Mais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas arrivé par hasard. Shellcher a 4 labels. Plus que ça même, plus que 4. Ville active et sportive. Vous avez aussi ville, station de tourisme, ville et village fleuri. Ville, bien vivre ensemble, vivre avec nos aînés. Ville station voile. Première ville fibrée des DOM. Première ville fibrée à 100% des DOM. Non seulement elle est attractive, elle est innovante. C'est-à-dire que dans cette ville, vous avez tout pour pouvoir réussir. Vous avez un casino, vous avez Madiana, vous avez l'université, vous avez les impôts, vous avez la CGSS, vous avez la CAF. On a tout, on a les écoles, on a des collèges. Vous me demandez, comment les Shellcherois se sentent dans leur commune? Je suis sûr que les Shellcherois se sentent bien dans leur commune et qu'ils se sentent très fiers. Et d'ailleurs, c'était un travail de Luc Louison Clémenté et de son équipe. C'était de faire quoi? Pendant des années, il y avait des guerres de clochers entre quartiers.
Je suis de Font-la-Haye, je suis de l'Enclos, je suis de Plateau-Fofo, je suis de Terreville. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant cette mandature, ces 3 mandatures? Luc Luison-Clémenté a voulu mettre en place une politique pour pouvoir créer cette identité chez le Chérois. Je peux même parler d'identité chez le Chérois. On se sent chez le Chérois. On ne va pas dire oui, je suis de Font-la-Haye, oui. Non. Là, c'est je suis fier d'être chez le Chérois. Ce n'est pas arrivé par hasard parce que vous mettez en place une politique. Lorsque les enfants s'amusent bien sur la place ou que vous avez les personnes qui viennent visiter et qui se sentent en toute sécurité, mais c'est parce que vous mettez en place une politique pour que ça le soit. Vous avez les caméras. Je ne dis pas que les caméras arrêtent la violence, pas du tout. Mais vous avez aussi les conventions qu'il y a entre le partenariat qu'il y a avec la gendarmerie et la police municipale pour faire en sorte que les choses se passent bien et que les gens se sentent bien dans leur commune. Donc ce n'est pas un hasard que vous vous sentiez bien dans la commune. Ce n'est pas un hasard si vous avez des bars, des restaurants qui fonctionnent, mais à chaque fois vous devez trouver l'équilibre entre activité économique et aussi équilibre avec les personnes qui vivent autour et qui doivent aussi pouvoir vivre sans être gênés par les nuisances sonores ou par le bruit, les nuisances sonores ou par les voitures, les problèmes de parking, etc. Donc tout ça, c'est un travail qui a été fait, qui sera continué, qui sera accentué pour permettre à ce bien vivre ensemble à Schellcher qu'il puisse continuer. Et ça, je suis très fier, vraiment très fier que le mouvement m'ait donné la chance de pouvoir faire en sorte d'être la tête de liste et de pouvoir continuer ce travail, mais en donnant ce côté nouveau souffle, donner des choses, donner un nouveau dynamisme, faire en sorte que je puisse, avec les compétences que j'ai, ou aussi, comment je vais dire ça, cette manière que j'ai de... Je suis une pile atomique, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'aider. Donc, ils pensent que j'ai cette capacité à pouvoir aider tous les Schellcherois dans tous les domaines et faire en sorte que les dossiers puissent aboutir et qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Et oui, je fais un tableau qui est idyllique. Effectivement. Effectivement, il est idyllique. Il est idyllique. D'accord? Mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe dans cette commune. Mais, on ne va pas se mentir, bien sûr, qu'il y a des problèmes. Et vous dites qu'en 18 ans de mandature, vous n'avez pas rempli les problèmes, parce qu'il y a des problèmes qui sont plus, pas importants, mais qui sont plus difficiles que d'autres à résoudre. Je vous en donne un qui est ma priorité numéro 1, monsieur Laouché. Lutte contre la précarité. Vous savez, lorsque vous allez sur le terrain... Excusez-moi, qu'est-ce qui habite Schellcher? Voilà. J'allais le dire, après vous dire lutte contre la précarité. Schellcher est une des communes les plus riches, si ce n'est pas la commune la plus riche de Martinique. Donc, par rapport à sa population, par rapport au fait qu'il y a de l'attractivité, par rapport aux gens qui ont envie de vivre là-bas, parce qu'ils ont tout sous la main. Mais il ne faut pas oublier, c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Nous avons une population en précarité qui est importante. Lorsque je vais sur le terrain, que je vais voir les gens, et que vous découvrez qu'il y a des personnes qui... Et c'est ça, une dignité. Il y a des personnes qui ne parlent même pas de leurs problèmes. Et vous découvrez, alors malgré qu'il y a un CCAS, que je peux vous dire qui est au combat dans cette commune. Malgré ça, il y a des poches de précarité qui méritent encore plus d'attention, parce que ces personnes-là sont réellement en difficulté. Donc vous devez faire en sorte, et ça je le ferai, je vous le dis, c'est quasiment... ma priorité numéro 1, c'est faire en sorte de faire disparaître en ce XXIe siècle, ces poches de précarité qui existent. Et pour cela, c'est continuer ce travail qui est fait avec nos équipes. Et je voudrais faire une petite digression là-dessus. On oublie souvent nos agents. Vous savez, avoir une vision, parce que vous avez souri tout à l'heure. J'ai bien vu, hein, vous avez souri qu'on parle de vision, parce que vous vous dites tous les hommes politiques ont une vision. Moi, j'y crois. Luc Luison-Clémenté, il avait une vision. Il a appliqué. Regardez ce que ça a donné. Là, la vision que j'ai, et qui est de, comme je vous ai dit, continuer, protéger, consolider, développer ce qui est en place, ma vision est de faire en sorte que on puisse régler les problèmes des Schellcherois du quotidien pour faire en sorte
qu'on touche toute la population. Il y en a qui ont moins de problèmes que d'autres. Mais chacun a ses problèmes. Le problème de précarité, c'est faire en sorte que le CCAS soit un bras armé. Donc dire qu'on a une vision, vous ne pouvez pas l'avoir tout seul. Vous avez une équipe avec vous, vous avez les gens qui seront dans votre équipe municipale. Mais vous avez aussi les agents, c'est ça que je voulais vous dire. Le rôle des agents municipaux, le rôle des administratifs, rôle merveilleux. C'est un travail quotidien qu'ils font pour que la commune soit comme ça. Vous pouvez avoir la vision, mais quand vous vous retournez, que vous n'avez pas votre armée derrière vous, comment vous faites pour régler ces problèmes-là? C'est pour ça que j'ai un respect total vis-à-vis du travail qui est fait par nos agents municipaux. Respect total vis-à-vis du travail qui est fait par nos agents administratifs. Parce qu'on a besoin d'eux, comme moi au sein du lycée Schellcher. Si je n'ai pas mes adjointes, je n'ai pas ma secrétaire générale, ma DDFPT, toutes les personnes qui travaillent autour de nous, mes CPE, mon équipe de direction, elle va où? Elle va nulle part. Mais j'ai besoin des professeurs, j'ai besoin des parents d'élèves, j'ai besoin des élèves, j'ai besoin de toute la communauté scolaire pour pouvoir réussir. C'est exactement pareil avec une mairie. C'est-à-dire que c'est cet ensemble-là qui va faire qu'on va pouvoir réussir à régler ces problèmes-là. Donc, problème de précarité. D'accord? C'est à ce niveau-là que je dis que oui, c'est une priorité pour moi. Mais il n'y a pas que celle-là. Il y en a d'autres. Vous n'avez pas, selon moi, répondu à ma question. Qu'est-ce qui habite Schellcher? Ce sont des gens riches, ce sont des gens pauvres, c'est qui? Non, c'est tout. Vous avez des personnes riches, vous avez des personnes qui payent des impôts, oui, assez conséquents. Vous avez la classe moyenne et vous avez des personnes qu'on dit zone populaire. Il y a tout ça. Qu'est-ce qui domine? Ce qui domine, c'est on a une classe moyenne importante et on a une classe, je dirais, pas supérieure, mais des personnes favorisées qui sont assez importantes. Mais ce n'est pas eux qui dominent. Et c'est ça qui fait peut-être, je ne veux pas dire peut-être, c'est ce qui fait la force de notre commune. C'est parce que Luc Louison Clémenté et tout l'ensemble de ceux qui ont œuvré, ils ont œuvré vers ça, c'est-à-dire créer de l'harmonie, faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence, disons de différence, il y aura toujours des différences, mais faire en sorte que ces différences-là n'occultent pas une partie de la population. Et ça, je pense qu'ils l'ont bien réussi et qu'il faut le continuer obligatoirement. Qu'est-ce que vos adversaires, parce que vous en avez, oui, forcément, qu'est-ce que vos adversaires vous reprochent? Je ne sais pas, c'est à eux qu'il faut peut-être poser la question. Voilà, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Vous avez dit que je n'ai pas fait de politique, j'en ai fait un peu. J'en ai fait beaucoup. Ah, monsieur Laouché, oui, dites-moi. Non, donc vous ne pouvez pas me dire ce que non, vous pourriez leur répondre. Mais moi, vous savez, ils disent que je ne fais pas de politique. Oui, ce que vous avez dit au début, que je suis un novice en politique. Mais moi, je vous ai répondu à cette question-là. Ils disent ça? Oui, ils disent ça. Je suis un novice. Alors que pour moi, je pense que j'ai plus d'années de politique qu'eux, et surtout plus de fidélité politique. Je suis dans un parti depuis plus de 30 ans que je n'ai jamais trahi jusqu'à maintenant. Et que je continuerai à œuvrer dans le sens où, lorsque vous avez des valeurs aussi fortes, il faut pouvoir les transmettre. Et c'est ce que Luc Louison Clémenté... En fait, cette question elle est très intéressante, monsieur Laouché. Vous savez que j'ai pris 5 mois pour me décider. Parce que c'est une question très importante pour votre vie, et vous l'avez bien dit, pour votre vie privée, votre vie professionnelle. Mais pourquoi j'ai pris 5 mois? Parce que je me suis posé des questions. Je me suis dit, écoute, qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter? Est-ce que tu vas pouvoir apporter autre chose? Je me dis, ok, oui, c'est bien ça, tu vas pouvoir apporter autre chose. J'y vais. J'ai donné ma parole, ça veut dire que je vais aller jusqu'au bout. Et quand je donne ma parole, comme mon père me l'a dit, la parole de l'homme vaut l'homme. Donc j'irai jusqu'au bout. Mais pourquoi aussi? Il y a quelque chose qui m'a fait vraiment, je dirais, basculer. C'est que j'ai pris un peu de recul et j'ai dit, mais vivre à Schellcher, ça fait plus de 30 ans. Est-ce qu'ils ont dérogé à leurs valeurs? Jusqu'à maintenant, non. Vous entendez parler d'affaires sur Schellcher? Depuis plus de 18 ans? Aucune. Parce qu'il y a des valeurs fortes de probité, des valeurs fortes de personnes qui ont envie de pouvoir mener la commune en faisant en sorte d'être juste. Toutes ces valeurs-là, je me suis dit, mais ça te correspond, mon cher ami. Mais il faut continuer. Et que fait le mouvement? J'aurais pu être élu. Vous savez, vous êtes élu. On vous coopte au sein même du conseil municipal.
Comme ça facilite les choses pour l'élection. Vous êtes presque sûr, entre guillemets, de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? Le mouvement ne fait pas ça. Et c'est ça que j'aime avec ce mouvement-là, mouvement démocratique, qui se dit, ben voilà, il va être notre tête de liste, mais qui est-ce qui va décider? C'est le peuple. Vous n'êtes pas conseiller municipal? Non. Oui. Vous avez refusé de l'être? Non, c'est pas. J'ai eu 2 fois. On vous l'a proposé. Par 2 fois. On me l'a proposé, et les 2 fois, je vais vous donner pourquoi. La première fois, c'était en 2019, disons un petit peu avant, donc avant l'élection de 2020. Mais en fait, j'avais mon fils qui naissait. Voilà. Donc j'ai dit non. J'ai besoin d'être à côté de mon enfant, j'ai besoin de poursuivre avec ma famille. Trop jeune, il a besoin d'avoir son papa qui sera là. D'accord? Plus souvent en tout cas. La deuxième fois, bah, c'était en 2014, je crois. Oui, c'était bien ça. Disons 2014-2020, donc 2014. Là, je prenais le lycée La Jetée, au François. Je sortais de Dillon 2, je prenais La Jetée, et je savais que La Jetée, c'était de lourd. Donc je voulais faire en sorte de pouvoir être présent. Disons, si j'y allais, je voulais ne pas être gêné par rapport à un établissement que je venais de prendre. Là, c'est complètement différent avec le lycée Schellcher, puisque je suis à ma 5e année, le lycée est lancé, on est sur une très très bonne dynamique, on a de très bons résultats, on a une équipe qui marche, ça tourne. Donc je ne suis pas dans la même logique. Donc lorsqu'on m'a demandé, j'ai pris tous ces éléments-là pour pouvoir faire en sorte d'accepter. Alors il y a un monsieur dont je ne connais pas le nom. Dites-moi. Je ne connais pas son nom. Mhm. Il est premier adjoint au maire Oui. de Schellcher Oui. depuis 5 ans. Un monsieur? Non, il n'est pas premier adjoint, c'est une dame. femme. C'est une femme. C'est une femme. Donc elle est première adjointe au maire de Oui. Schellcher depuis 5 ans. Mhm. Elle connaît bien les dossiers. Oui. Pourquoi vous êtes venu prendre sa place? Pourquoi c'est pas elle qui est candidate? Non, mais très simple. Comme je vous dis, on est dans un mouvement démocratique. Donc, proposition, elle n'a pas fait la demande. Hein, pour Elle n'a pas, non, souhaité. non. Donc, pas fait la demande. Donc, à partir de là, le maire, avec le mouvement qui demande à différentes personnes, qui est-ce que vous voyez, comment vous voyez les choses, qui vous voyez qui pourra donner ce renouveau, donner encore plus de force à la politique qui est mise en place. Et en fait, vous savez, la question, elle s'est posée d'une autre manière. Il y en a beaucoup qui se sont dit, ça fait 3 mandatures pour certains. Donc ça veut dire que ça fait 18 ans qu'il y en a certains qui sont en place. Et donc, peut-être qu'il n'y aura pas ce dynamisme ou qu'il n'y aura pas cette force pour pouvoir amener quelque chose de nouveau. Et là, ben, les militants, ils ont décidé, ben, avec Luc Luison Clémenté, le président, ben, on va faire en sorte que ça soit vraiment quelqu'un du Sérail, puisque j'y suis depuis 32 ans, quelqu'un du Sérail, et qui va donner ce boost, mais qui, effectivement, comme vous dites, n'est pas conseiller municipal, mais qui va apporter, avec l'équipe qui aura autour de lui, parce qu'on est en train de parler là, mais il n'y a pas que Didier Marmot, il y aura une liste. Et l'équipe qui soit autour de lui soit une équipe qui puisse réussir à amener tous les projets et à finaliser tout ce qui a déjà été mis en place, parce que vous savez qu'il y a des projets qui sont là, qui vont sortir de terre, avant que je devienne maire, si les Schellcheroises et Schellcheroises l'acceptent. Il y a déjà des choses qui vont sortir de terre, parce qu'elles sont déjà lancées. Donc après, c'est faire en sorte de, comme je l'ai dit tout à l'heure, protéger, consolider, et puis développer avec une nouvelle politique, pour faire en sorte que Schellcher puisse aller encore de l'avant. Ok. Imaginons, je n'ajoute pas hypothèse d'école, imaginons que vous soyez maire de Schellcher demain, après aux prochaines élections. Qu'est-ce que vous ferez, pratiquement? Qu'est-ce que vous ferez? Pratiquement, comme je vous ai dit, je vais protéger tout ce qui a déjà été fait. Quand je dis protéger, c'est faire en sorte que tout ce qui avait déjà été fait, je vous donne un exemple, hein, la place de Schellcher, c'est pas le maire de Schellcher qui est en place, qui l'a mise en place, c'est Alfred Allemand, qui était avant lui. Mais faire en sorte que cet espace qui est en train d'évoluer, en plus, vous avez vu, il y a un nouvel espace qui a été fait par la CACEM, qui évolue, qu'on puisse protéger tout ça. C'est-à-dire tout ce qu'il y a déjà là, le protéger, parce qu'un des problèmes de la Martinique, qu'on voit souvent, c'est souvent la maintenance. On met des choses en place, et puis petit à petit, ça se délite. Après 20 ans, on n'a plus les fonds pour pouvoir faire en sorte soit de détruire ou de reconstruire. Mais non, je dis qu'en ce moment de vache maigre, il faut faire attention. Donc, pourquoi je vous dis ça? Protéger tout ce qui a été fait. Je vais loin. Ce qu'a fait Janvier,
ce qu'a fait Tita, c'est-à-dire Bertrand, ce qu'a fait Alfred Almond, ce qu'a fait Luc Luison-Clémenté. Je ne suis pas dans le dégagisme de certains. Vous arrivez au pouvoir, tout ce qu'a fait l'autre n'était pas bon. Ou, ça ne m'intéresse pas. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. Et on prend. Donc nous, et moi, à mon niveau, avec notre équipe, nous allons faire et nous allons continuer tout le travail qui a été fait, qui fait que c'est pour ça que Shellshare est comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard, c'est le travail de tous ces maires-là. Donc c'est protéger. Ensuite, c'est faire en sorte de consolider. Consolider, ben, c'est mettre en place, ben, comme c'est le cas en ce moment, comme je vous parlais de proximité. Il y a des choses que les Shellsharois ont envie qui puissent se faire. L'eau. Allons-nous continuer à vivre dans une telle situation au niveau de l'eau? Et je sais que monsieur le maire, et avec toutes ses équipes, ils ont vraiment mis des choses en place pour pouvoir essayer d'éviter cette situation qui fait que Shellshare ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est pas possible. C'est quoi la situation? Ben que certaines fois, vous êtes dans... Il y a des zones où vous n'avez pas d'eau. Il y a des zones sur des bâtiments d'Ozanam, il n'y a pas d'eau. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Il y a des périodes de sécheresse, il n'y a pas d'eau. Alors, le maire a pris à bras-le-corps ce problème-là, puisqu'il a fait construire de nouvelles citernes de plus grande capacité pour permettre de les rénover, pour permettre qu'il y ait moins de soucis à ce niveau. Et on voit la différence. Il y a aussi des forages qui ont été mis en place, notamment à Fond-la-Haye. D'accord? Il y a des choses qui ont été faites. Mais malgré ça, on sait très bien qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. On sait qu'il y a une... comment ça s'appelle qu'il y a au niveau de Cap-Nord et de la ville de Shellshare, au niveau de Casse-Pilote, il y a des conduits qui permettent, un conduit qui permet d'amener de l'eau, qui permettrait de régler la situation. Clair et net. Ce conduit est fermé. Pas de partenariat, il y a du bisbille, le conseil de Cap-Nord a dit non, on ne donne pas de l'eau à Shellshare, bon. Il y a des soucis, mais il faut régler ça. Comme je l'ai dit, j'ai parlé que je suis fier de ce qu'ont fait mes parents, et vous m'avez parlé de mon grand-père, vous m'avez même laissé parler de mon grand-père. Lorsqu'ils sont sortis, après l'éruption de la montagne Pelée, qui les a accueillis? C'est Shellshare. Et on n'a pas posé de questions à ce moment-là. Les Shellsharois n'ont posé aucune question, ils ont accueilli les réfugiés. D'accord? Donc l'ancrage familial est là très fort, mais il y a un ancrage aussi pour dire que Shellshare a accueilli du monde, et accueille jusqu'à maintenant. On ne peut pas, au niveau de Cap-Nord, trouver un terrain d'entente pour que de la même manière, nous puissions faire en sorte qu'il y ait cette entente et cette solidarité entre Martiniquais. On ne peut pas faire ça. Alors vous allez me dire, mais monsieur Marmot, il y a de l'argent derrière, monsieur Marmot. Non. À un moment donné, il faut parler franchement. On se met autour d'une table et on dit, on va trouver. C'est trop cher ou vous voulez qu'on paye? Ben, essayons de trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse payer et faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème sur la ville de Shellshare. On ne peut pas faire ça. Ben, en tout cas, en ce qui me concerne, je ferai tout pour qu'on puisse aller dans ce sens-là. Je ferai tout pour qu'on puisse trouver des solutions pour tous les quartiers où il y a souvent des coupures d'eau. Ça, c'est clair et net. Autre souci, transport. Parce que je vous ai parlé du numéro 1, précarité, mais cela, on pourrait les mettre en numéro 1. On a environ 8 à 10% de notre population qui n'a pas de voiture, mais qui veut se déplacer, et qui se retrouve dans des situations ubuesques. On ne peut pas prendre le bus pendant 3 mois, problème de grève, problème de ceci, etc. Le maire qui est obligé de mettre en demeure Martinique Transport auprès du tribunal administratif. Attendez, non, ça aussi. On va continuer le travail qui est fait, mais on va faire en sorte. Avec Martinique Transport, il y a toujours eu de bons contacts. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai toujours eu de bons contacts, même en dehors de la ville de Shellshare, avec Martinique Transport. Ça veut dire qu'on peut trouver des solutions. Et on doit trouver des solutions. Pour faire en sorte que les Shellsharois et que le service de transport public puisse fonctionner normalement sur la commune de Shellshare. On ne peut pas être commune riche, parce que ceux qui ont la possibilité ils n'ont pas ce problème-là. Le problème qu'ils ont, c'est des problèmes d'embouteillage. C'est tout. Et je dis c'est tout. Des fois, c'est un problème prégnant. On pourra en reparler. Mais là, on a des gens, c'est un problème pour leur travail, c'est un problème pour des élèves qui vont en cours. Donc ça touche. Et les aînés, n'en parlons pas. Il y a des aînés qui ne sortent pas de chez eux, qui n'ont plus le fils ou la fille qui vient l'aider. C'est difficile. Donc comment il fait? J'ai le bus. Il y a une dame qui, dernièrement, sur des marches, m'a dit, j'ai attendu 1 heure sous l'abribus. Attendez,
c'est pas possible. Donc il y a le stop qui fonctionne, mais c'est pas ça, vous fonctionnez pas au stop. Et d'ailleurs, ça crée une fracture. Ces personnes-là ont des difficultés pour pouvoir obtenir certaines choses. Parce qu'elles se disent, mais moi, descendre là, ne pas être sûr comment je vais remonter. Donc c'est tout un travail. La ville a mis en place à ce niveau une sorte de dispositif où vous pouvez appeler 48 heures avant pour qu'un petit minibus vienne vous chercher pour aller faire vos affaires quotidiennes auprès du médecin ou auprès de la sécurité sociale ou auprès de la mairie. Donc ça, c'est des petites choses. Mais ce n'est pas assez. Il faut aller plus loin pour pouvoir faire en sorte que cette problématique prégnante puisse disparaître. Et moi, je suis persuadé, me connaissant, je suis quelqu'un, c'est la solution. Et lorsque je n'ai pas la solution, il faut que je la trouve absolument. Donc on va trouver une solution obligatoirement par rapport à toutes ces difficultés-là. Est-ce qu'il y a une baie à Schœlcher? Une Baie. Une baie? Qu'est-ce que vous appelez une baie? Pour moi, on est à l'entrée de la baie des Flamands. Quand je regarde bien, on est à l'entrée de la baie des Flamands. Est-ce que vous êtes fréquenté par des bateaux? Oui, tout à fait. Et ça pose problème pour certains. Oui, pour vous, ça pose problème ou pas? C'est-à-dire que la ville, elle a très bien fait. Hein, elle a mis en place des zones de mouillage. Mais on a constaté que, malgré le travail qui est fait, disons la ville a mis en place, excusez-moi, je dis des bêtises, c'est au niveau de la CACEM. La CACEM a mis en place, quand j'ai dit la ville, c'est parce que je pensais au travail qu'avait fait le maire au sein de la CACEM. Des zones de mouillage permettant à des bateaux venus d'ailleurs de pouvoir s'amarrer. Mais il y a eu quelques soucis parce qu'il y avait des problèmes avec les pêcheurs. Je veux tirer ma seine, ça me gêne. Effectivement, le bateau va gêner le fait qu'il tire la seine. Donc, il faut trouver un terrain d'entente. Donc, dernièrement, ça y est, je sais que ça va être mis en place. Donc, il va y avoir une nouvelle zone de mouillage qui permettra à ce moment-là aux pêcheurs, qui permettra aux plaisanciers qui viennent de pouvoir avoir des zones où personne ne va se marcher sur les pieds, où ça permettra à ce moment-là de mettre un peu une paix et de l'harmonie. Il y a certains plaisanciers, beaucoup de personnes ne savent pas, mais le port de plaisance de l'étang Abricot, c'est de la CACEM. Donc ça fait partie de la zone où les bateaux peuvent aller. Sur la ville de Schœlcher, ce n'est pas une zone comme le port de plaisance de l'étang Abricot. Donc là, il y a toute une politique pour faire comprendre cela à la population et aux personnes qui viennent. Et puis c'est très important pour nous. Pourquoi? Parce que derrière, vous faites venir... il y a des personnes qui arrivent, mais c'est de l'argent aussi, parce que là, on va passer à un côté, je dirais, financier. La commune, elle a besoin de vivre, et d'ailleurs, vous ne m'avez pas posé la question, mais la commune, financièrement parlant, qu'on parlait d'attractivité de toutes ces choses, mais il y a aussi ce côté-là. Les personnes sont dans une commune qui n'a pas augmenté son taux d'imposition depuis 18 ans, depuis les 3 mandatures. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas s'il y a une commune qui a fait ça dans toute la Martinique. Mais c'est parce que vous avez des gens qui payent des impôts. Oui, des gens qui habitent chez vous qui payent des impôts. Mais ils payent les impôts. Oui, parce qu'ils ont de l'argent. Mais le taux d'imposition ne bouge pas. On aurait pu l'augmenter pour pouvoir faire en sorte d'avoir plus d'argent. Non, mais on ne le fait vous pas. Comparé aux autres communes de la Martinique qui, elles, ne perçoivent pas autant. Ah oui, vous étiez dans cette logique-là. Mais pour dire qu'on est sur pour comparer avec les autres communes, c'est pour dire que des autres communes pourraient prendre cette décision-là, même s'il n'y a pas autant d'impôts. Vous pouvez dire que vous ne bouchez pas votre assiette, etc. Nous ne l'avons pas fait. Vous ne l'avons pas fait. Vous vous rendez compte? Donc, je continuerai au niveau de cette rigueur financière qui nous permet d'émarger au niveau des emprunts. Parce qu'il y a ça aussi. On n'est pas sous tutelle. C'est très curieux parce que vous avez semblé dire qu'il y avait quand même des zones de précarité. Oui. Oui. Vous auriez pu augmenter un tout petit peu les impôts, puisque les zones de précarité ne payent pas d'impôts. Oui. Donc allez chercher là où il y a un peu d'argent pour aider ces zones de précarité. Or, vous vous enorgueillissez de ne pas l'avoir fait. Mais c'est dans le sens où c'est tout le monde qui en bénéficie. Je ne suis pas sûr simplement qu'il y a dans les zones de précarité, etc. Mais pour les impôts, il y a les classes moyennes, il y a toutes les personnes qui en bénéficient. Donc ça, c'est important. Mais notre force, et c'est bien de parler de cette question-là, c'est de garder cette rigueur financière, tout en pouvant aider la population. À chaque fois que l'on fait une action, vous savez quel est le pourcentage de la commune? Il est de 10 à 15%. À chaque fois qu'il y a une action qui est mise en place, un projet. Donc ça veut dire qu'il y a entre 85% et 90%
d'accord, du reste du financement qui est payé par d'autres organismes. Pourquoi on fait ça? Pour éviter d'augmenter l'impôt et de faire en sorte que ces populations-là ne se retrouvent pas dans des situations de précarité parce qu'on n'a pas augmenté l'impôt, parce qu'on va chercher l'argent ailleurs pour faire en sorte que toute la population, je dis bien toute la population, puisse bénéficier de cela. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vais continuer parce que c'est, je dirais, comptablement parlant, il est mieux de faire comme cela parce que ça nous permet aussi d'avoir des personnes dédiées pour aller chercher l'argent là où il est et permettre d'éviter d'augmenter l'impôt, comme pourraient certains le dire. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Je suis dans cette logique de continuer comme nous faisons, et qui est une très bonne politique, mais faire en sorte, là maintenant, moi, ma vision à moi, si je devais en parler, ça serait de faire en sorte de l'accentuer. L'accentuer en faisant en sorte que la plupart de nos projets puissent aboutir sans qu'on ait à augmenter les impôts. Je vous donne un autre exemple, sur la sécurité. On augmente le nombre de policiers municipaux, on va augmenter donc c'est augmenter ses impôts, c'est augmenter... Mais nous, on n'est pas sur une augmentation obligatoire. On est sur une politique globale. Et c'est ça qu'il faut voir. Politique globale sur la police municipale, politique globale sur la vidéosurveillance, politique globale sur faire en sorte qu'il y ait des actions permettant, avec la gendarmerie, d'avoir des actions de sécurisation, des actions permettant à la population de bien se sentir au sein de sa commune. Politique globale de faire en sorte d'augmenter les caméras pour, par exemple, faire en sorte qu'il y ait moins de zones de... Comment on appelle ça? Au niveau de la... Lorsque la population, les personnes jettent les déchets, zones sauvages de dépôt de déchets, etc., je serais pour des caméras dans ces zones-là. Verbaliser les personnes qui jettent des choses dans des zones où il y a même des habitations. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter de rigoler. Stop. Donc tout ça, c'est de la globalisation. Globalisation qui fait que, ben oui, on y arrive. Parce que derrière, on trouve l'argent là où il est. Sans faire en sorte qu'on pressurise la population chelchéroise. Je serais pour cette politique-là. D'accord. Vous habitez où, vous dites? Alors j'habite sur le logement de fonction du lycée Schellcher, puisque je suis en as. Votre nécessité. Famille. Ma famille. La famille. Oui. Non, ma famille. Vous êtes d'où? Je suis de Schellcher, Font-la-Haye et Desmarches. Desmarches. Donc, Desmarches, c'est les hauteurs. Ça. Les hauteurs, tout à fait. Il y a de la terre, là. Exactement. Vous aimeriez que HLM vienne installer une cité, là? Non. Alors, je vous dis franchement, monsieur Laouché, Desmarches est le dernier poumon vert de la commune. Le plus, et on est une des rares communes à faire en sorte qu'il y ait une augmentation des terres agricoles. Le plus, c'est quoi? Le plan local d'urbanisme. Augmentation de l'espace vert et agricole. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette logique. Tant pis pour les gens précaires qui n'ont pas de maison. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est dans la logique de se dire qu'à un moment donné, si toutes les terres se transforment en, comme vous dites, en HLM, à un moment donné, vous n'aurez plus cette autonomie, je dirais, chercher à avoir une autonomie alimentaire, chercher à faire en sorte que vos agriculteurs puissent avoir de la terre parce que nous en avons, et ils font un travail remarquable, travail au niveau de la culture maraîchère, d'où la mise en place d'un marché que nous avons, qui est sorti de terre, là, ça y est, pour permettre un marché court, pour permettre à nos agriculteurs de pouvoir venir vendre leurs produits sur la commune. Mais pour cela, si vous ne mettez pas en place une telle politique, vous aurez, à un moment donné, une disparition de ces agriculteurs, et à ce moment-là, effectivement, la commune basculera, peut-être, mais en tout cas, je ne le souhaite pas, vers une anarchie au niveau des bâtiments. Vous êtes d'une grande habileté. Vous pensez? Oui, je vais vérifier. Je vais vous dire pourquoi. Quand j'ai voulu vous parler d'autonomie ou de choses comme ça, vous dites non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de Schellcher. Oui. Donc, nous avons amplement parlé de Schellcher. Et comment? Bon, ça vous va. Oui. Alors maintenant, vous êtes un homme politique en Martinique. Oui. Vous allez nous dire si vous êtes partisan ou non de l'autonomie, vous êtes partisan de l'indépendance. Quelle est votre situation dans le débat politique? La situation dans le débat politique, monsieur Laouché,
elle est très simple. Je suis issu d'un parti politique. Vivre Schellcher. Vivre Schellcher, c'est un parti d'où? Vivre Schellcher est un parti de gauche. Mais Vivre Schellcher est un parti de gauche qui, comme je vous l'ai dit, s'est adapté à toutes les situations. Il a fait l'union, on travaille avec des gens de droite, on travaille même avec des indépendantistes. On a même des gens de PIA, on a des personnes qui font partie du conseil municipal, qui sont à ce niveau. Mais ce sont des personnes qui ont des profondes valeurs pour leur commune. Et pourtant, elles ont leurs idées, etc. Et pourquoi? Ça empêcherait qu'on puisse fonctionner ensemble? Moi, je pense que la force de notre pays, notre force, ce serait de faire en sorte de travailler ensemble. Je suis pas dans quelqu'un qui va vous dire « Ah oui, la dépendance... Non, je ne suis pas dans ces choses-là. Je suis très pragmatique. Non, mais je vois. Vous avez fait des études. Oui. Okay. Vous êtes intelligent, vous êtes responsable, oui. etc. Vous êtes l'élite de ce pays. Oui. Donc vous avez une idée pour que ce pays soit encore plus développé, que les gens y soient plus heureux, oui. Forcément. Oui. Alors je vous demande si ce projet-là, un pays plus développé, des gens plus heureux, dans quel cadre institutionnel, à votre avis, ça irait mieux? Le cadre actuel, le cadre de l'autonomie ou le cadre de l'indépendance? Alors, moi je serais pour le cadre actuel. Et je vous explique. D'accord. Cadre actuel, pourquoi? Parce que j'estime que tous les éléments qui nous permettraient d'évoluer vers l'autonomie, on les a. On les a. Il y a des choses qu'on pourrait faire. Des éléments d'évoluer vers l'autonomie? Mais non. Vous avez dit d'évoluer vers l'autonomie. C'est-à-dire les éléments comment je vais vous dire ça? Le cadre actuel est pour moi le bon cadre. D'accord? Mais les gens, je me suis mal exprimé, les gens qui parlent d'autonomie, l'autonomie, on pourrait déjà l'avoir dans ce cadre actuel-là. C'est ça que je veux dire. D'accord? Mais qu'on n'utilise pas, ou qu'on utilise mal. Et donc on veut aller toujours plus loin. Mais faisons d'abord, allons au maximum de ce que nous pouvons faire là. Ce qui pour moi n'est pas le cas. D'accord? On nous donne des institutions. Ce ne sont pas des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont à la tête des institutions. Et pourtant on a des problèmes financiers. Donc à un moment donné, il faut qu'on se regarde le nombril, excusez-moi l'expression, et qu'on soit déjà prêt à regarder ce que nous faisons bien et ce que nous faisons mal, et se poser les bonnes questions. C'est pour ça que je vous dis que le cadre que nous avons maintenant, pour moi, c'est le bon cadre. Mais c'est à nous de faire en sorte de trouver les éléments nous permettant de nous épanouir comme nous le souhaiterions, en prenant tout ce qu'il y a en place pour pouvoir y arriver. C'est tout. Donc le personnel politique que nous avons aujourd'hui n'est pas satisfaisant? Non, pas du tout. C'est pas ça que je dis. Moi, ce que je dis, chacun a ses idées. Chacun a ses idées, chacun a sa manière de voir. Ma manière de voir... Il ne réussit pas à rendre plus performant la Martinique aujourd'hui, alors qu'il pourrait. Mais il pourrait. Mais il ne le fait pas. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas... Je dirais jamais ça. Je dirais pas qu'ils sont capables. Vous êtes prudent. Non, c'est pas que je suis prudent. C'est que je crois que chacun d'entre nous en a envie de faire réussir la Martinique. Oui. À son niveau. Chacun d'entre nous en a envie de faire réussir la Martinique. C'est pour ça que je ne tirerai jamais sur des gens qui ont envie de travailler et qui travaillent pour la Martinique. Après, c'est de voir comment on le fait. C'est tout. C'est de voir comment on le fait. Moi, à mon niveau, comme je vous l'ai dit, je suis focalisé sur ma ville parce que j'ai besoin... Il y a tellement de choses qu'on doit faire que la question sur la Martinique viendra. Puisque dans 2 ans, il y aura la question de la CTM, la question de la gouvernance au niveau de la CTM qui va arriver. Ça arrivera. On en discutera, mais pour l'instant, ce n'est pas mon sujet de discussion. Vous pourriez vous présenter, vous? Monsieur Laouché, vous avez vu dans quoi je suis? Non. Je suis dans une élection en 2006 que nous souhaitons gagner, et que nous souhaitons gagner dès le premier tour. 2026. 2026, que nous souhaitons gagner dès le premier tour. Et vous croyez que je suis en train de me projeter sur 2027, sur la prochaine élection au niveau de la CTM? Mais pas du tout. Et en plus, vouloir la gouverner? Non. J'ai des choses. Je suis très prosaïque, très pragmatique. Je suis très anglo-saxon dans ma manière de fonctionner. C'est-à-dire aller droit au but, aller de manière pragmatique vers les choses. Là, je suis pragmatique. La ville de Schellcher, c'est mon objectif numéro 1 avec mon équipe pour que nous puissions faire en sorte de continuer le travail qui a été fait, mais surtout de donner une nouvelle dimension. C'est ça que je veux pour ma commune. D'accord. Si vous êtes maire de Schellcher, oui, que peu importe comment ça se passe, mais on vient vous demander oui,
et que vous avez une chance de diriger la CTM, est-ce que vous accepteriez? C'est ça ma question. Monsieur Laouché. Vous voulez me dire non? Non, je dirais Pas ni dit non. oui ni non. Vous êtes dans des hypothèses. Oui, mais oui, c'est l'hypothèse. Mais faites votre hypothèse. Moi, mon hypothèse, c'est que je suis quelqu'un qui est... Vous savez, les choses doivent arriver comme elles doivent arriver. Oui. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui vient me demander, peut-être, qui viendra demander. Mais moi, à ce moment-là, je ne sais pas quelle sera, dans quelle situation nous serons. Toutes les cartes vont être rebattues, je le pense. Elles vont être rebattues. Donc, à un moment donné, il y aura de la réflexion. Et la réflexion, ce n'est pas simplement Didier Marmot. Ça sera la réflexion de mon parti. C'est-à-dire vivre à Schellcher. Ça sera une réflexion collégiale. Et c'est nous, ensemble, qui prendrons la décision. Donc là, je ne peux pas parler au nom de Vivre à Schellcher. Je suis un membre actif du mouvement et je ne peux pas, là, aujourd'hui, vous dire quelqu'un va venir me parler. Non. On aura déjà discuté avec le mouvement et on verra quelles décisions nous prendrons ensemble. Ok. Vous êtes un homme normal, avec vos envies, vos désirs, hein? Est-ce que vous aimeriez, hypothèse d'école, vraiment une Vous avez hypothèse beaucoup comme ça, d'hypothèses. Hein. est-ce que vous aimeriez mieux diriger la Martinique à travers la CTM ou être maire de Schellcher? Si vous aviez le choix entre ces deux. Non. Parce que pour moi, ce sont des étapes. Toute ma vie, ça a été ça, monsieur Laouché. Quand je regarde, que je prends du recul par rapport à ma vie, je me dis que, ouais, à chaque fois que tu as pris une décision, ça a été des décisions qui sont liées à des étapes. Quand je vous ai parlé du lycée Schellcher, je vous ai dit, vous n'avez pas demandé quel bac. J'ai pris le bac G à l'époque. Le bac G2, vous avez dû connaître. Non. Le bac gestion, il y avait gestion, comptabilité, etc. Oui, pourquoi? Parce que je voulais le bac A1, qui était bac littéraire, parce que je voulais être prof d'histoire. Je suis au lycée Schellcher, lycée élitiste. On me dit non pour le bac de français, et écoutez bien pour le bac A1, parce que je n'avais pas ma moyenne en maths. Lycée Schellcher de l'époque. C'est-à-dire que les deux, pour eux, il fallait être bon en maths et bon en lettres. Je ne vais pas on me demande de redoubler. J'ai dit, mais jamais, j'ai ma moyenne partout. Je vais être prof d'histoire, je vais aller dans littérature, les lettres. On me dit non, je redouble pas, et on me propose G2. G à l'époque, G garage, etc. Que des choses négatives. Alors qu'en fin de compte, ces années-là que j'ai passées, mais ça aussi, ça m'a forgé. Je réussis le bac G, je le prends, le bac technologique, je vais à l'université, on me dit que je ne vais pas réussir. C'est pour ça que je vous parle d'étapes. Je ne vais pas réussir. Je vais à l'université, je fais DUG première année, je réussis première année. Deuxième année, le DUG. Ensuite, je prends la licence. Je la réussis. On était 280 élèves. On n'était plus que 15 en licence. Je réussis. Parce que je suis acharné, j'ai envie d'être professeur, et donc j'ai travaillé pour cela. Première étape, je deviens professeur. La deuxième étape, elle vient d'où? Je deviens professeur. Je sens que je peux aider mes élèves différemment. Je me dis, pourquoi pas proviseur, personnel de direction. Je passe le concours, je réussis. Et je monte comme ça et je grimpe. Ce que je veux vous dire par rapport à votre question, si cette étape-là doit être, vous devez aller quelque part, oui, il y aura une étape. Mais pour moi, mon étape, elle s'arrête à la ville de Schellcher. Je n'ai pas d'ambition autre. Mon ambition, pour l'instant, c'est la ville de Schellcher. Donc je n'ai pas à choisir entre, est-ce que je vais diriger entre... Non. Je suis quelqu'un, voilà, je suis sur cette logique-là. Et si on vient vous chercher pour être ministre de l'Éducation nationale? Monsieur Laouché, monsieur Laouché, non mais c'est extraordinaire, vous allez monter les enchères comme ça jusqu'à me faire dire, mais vous avez de l'ambition. Dans des étapes, oui, alors, voilà. Non mais moi je vous ai bien dit, je suis dans cette étape-là. Je ne suis pas dans me projeter sur ces choses-là. C'est votre étape finale. Non, je n'ai pas d'étape finale. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé que j'aurais été proviseur du lycée Schellcher. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé qu'à un moment donné, on me demande d'être tête de liste pour être le maire de la ville que j'ai tant aimée. Jamais de ma vie. C'est-à-dire que je ne suis pas comme certains. Vous vous rappelez, je me suis rasé devant le miroir et j'ai une ambition politique pour devenir président. Non, je n'ai jamais été dans cette situation-là. Moi, ma situation a toujours été pragmatique, comme je vous dis, par rapport à la situation. Je vois, je pèse, je sous-pèse, je regarde, et puis vous avez une opportunité. Voilà. C'est marrant, vous décrivez un homme sans ambition. Non,
Mais si. Quelque part. Si vous ne fonctionnez qu'en fonction des opportunités, c'est que vous n'avez pas vous-même d'ambition. Mais, monsieur Laouché, l'ambition que j'ai, elle est toute simple. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Vous savez ce qu'elle est? Et elle va peut-être résumer, et vous allez arrêter la surenchère. Oui. J'aime les gens, monsieur Laouché. J'aime les gens, et vous savez, Victor Hugo, il a dit, aimer, c'est agir. Eh bien, c'est exactement ça. J'aime et j'agis. J'aime ce métier, j'agis. J'aime le métier de maire, j'agis. Est-ce que c'est de l'ambition, pas de l'ambition? C'est simplement que moi, j'aime aller vers l'autre pour pouvoir trouver des solutions. C'est une ambition. Et je trouve que c'est une ambition noble. Si cette ambition noble, c'est de dire que c'est aider les Martiniquais à un moment donné, pourquoi pas? Mais je sais que je suis prêt pour quel que soit ce qui pourra arriver par rapport à cette logique chez moi, cette force et cette passion, j'aime les gens. Et aimer les gens, à partir de là, c'est une belle ambition. Parce qu'elle vous permet à ce moment-là de répondre à toutes les questions dont vous me posez à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, j'aime les gens? Aimer les gens, c'est savoir les écouter. Aimer les gens, c'est ne pas avoir peur d'aller, quelle que soit la maison, quel que soit l'endroit, vous rencontrez la personne. Aimer les gens, c'est ça. N'avoir aucune appréhension. Aimer les gens, c'est aussi se dire que vous pouvez les aider. Comment vous pouvez les aider? Donc, à partir de là, c'est plus facile. Parce que vous n'avez pas cette, peut-être une peur d'aller vers l'autre, peut-être se dire que oui, mais c'est pas pour vous, mais que cet endroit-là, c'est... Non, quel que soit l'endroit, quand vous aimez les gens, vous y êtes bien. Je suis bien partout où je vais, monsieur Laouché. Partout où je vais dans ma commune, ou partout où je vais en Martinique, je suis bien. Pourquoi? Parce que le simple fait de se sentir bien aux côtés des gens, ça vous enlève toutes les appréhensions. Vous vous baladez à Fort-de-France de temps en temps? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette ville? Ce que je pense de cette ville, c'est... écoutez, c'est une ville qui a ses atouts, c'est une ville qui a aussi ses travers. C'est une ville que je sais qu'il y a un travail qui est fait pour pouvoir faire en sorte de sortir de certaines situations qui paraissent difficiles. Je sais que c'est une ville qui était endettée, donc des fois c'est plus difficile de mettre en place une politique pour pouvoir... comment je dirais ça? Pour pouvoir résoudre certaines difficultés. Mais en tout cas, j'y passe. Des fois, c'est... Quand vous me posez cette question-là, c'est combien de fois j'y passe? Je ne vais pas vous mentir, j'y passe pas tout le temps. Parce que vous avez des prérogatives professionnelles, vous avez d'autres choses. Si vous avez besoin de faire vos achats, vous êtes plutôt dans une autre zone. Je pense que l'attractivité qu'essaye de mettre en place le maire, en place Didier Laguerre, qu'il faut qu'il continue ce travail-là pour faire en sorte que la ville soit la ville qui rayonne comme il a envie qu'elle rayonne. Est-ce qu'il y a une différence entre Schœlcher et Fort-de-France? Il y a forcément des différences. Oui, il y a des différences. Il y a quelque chose qui vous frappe. Non, en fait, vous voulez toujours qu'on compare ou qu'on dise... c'est difficile de comparer. Ce n'est pas les mêmes villes, ce n'est pas la même population. Fort-de-France est presque à 70 000, 80 000 habitants. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous ne pouvez pas la diriger de la même manière. Vous n'êtes pas dans les mêmes logiques. Donc moi, je ne veux pas comparer. Chaque commune a ses spécificités. Schœlcher a ses spécificités, Fort-de-France a les siennes. Donc à partir de là, je ne peux pas comparer. Là, il y a une politique qui est mise en place au niveau de la ville de Schœlcher, que je connais très bien, et il y a une autre politique qui est mise en place au niveau de la ville de Fort-de-France. Ils font cette politique-là par rapport peut-être aux moyens qu'ils ont et par rapport à la vision qu'ils ont pour leur ville. Donc je ne peux pas comparer parce que je ne suis pas dans la ville pour pouvoir comparer cela. D'accord. Il y a des zones de grande précarité à Fort-de-France. Beaucoup de zones de grande précarité. Ça n'existe pas à Schœlcher. Schœlcher, est-ce qu'il y a des zones nombreuses de précarité? Il y en a très peu. En fait. Alors, c'est pas qu'il y en a très peu, il y en a. Mais moi, je suis pas dans la stigmatisation. Vous donnez un nom de quartier ou un nom d'une petite zone, ça y est, c'est la zone, pas ça du tout. Moi, je pense qu'il y a des petites zones, oui, il y en a. Il y a des petites zones dans les quartiers. Et le but, c'est de faire en sorte d'éradiquer et de permettre de trouver des solutions pour que ces zones de précarité puissent bénéficier, profiter,
comme le reste de la commune. Pourquoi ils n'auraient pas droit, eux aussi? Donc à partir de là, c'est de faire en sorte d'arriver à serrer, d'où le rôle important du CCAS, d'où le rôle, en fin de compte, de tous les bureaux de la commune. Tout le monde doit être prêt à pouvoir faire en sorte de ne pas rater ces poches-là. Je vous donne un exemple. Vous savez ce que je vais mettre en place? Quelque chose de très concret. Ça va peut-être vous faire rire, sourire. La délation positive. Je m'explique. Ça ne me fait pas rire du tout, la délation. Rien que le mot... Le mot vous fait peur. Mais il fait peur. Vous allez comprendre, vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai dit que vous allez rire, parce que je vous connais, monsieur Laouché. La délation positive. Je vous explique. On a des populations qui sont tout près de nous, qui sont en grande difficulté. Ça peut être une femme battue, ça peut être des gens qui sont en difficulté financière, ça peut être des gens qui n'ont pas tous les moyens pour pouvoir vivre convenablement, et des fois ils sont à côté de nous. Et on ne dit rien. Délation positive, c'était dans le sens, entre guillemets, de dire il faut nous aider à faire en sorte de faire remonter cette information. Ça ne se faisait... Avant, on n'avait pas ce problème-là. Parce qu'avant, on était une grande famille, la roue semblait. On était tous là, on savait qu'il y avait un problème, et toute la population, l'ensemble du quartier, faisait en sorte de pouvoir aider cette population. C'est fini, ça. Et c'est bien dommage. Mais nous ferons en sorte de faire en sorte que ça, cette vie qu'on a connue, où il y avait moins d'individualisme, mais que ça puisse permettre à ces populations-là de ne pas être rejetées parce qu'on ne les voit pas. Elles sont là, mais on ne les voit pas. Donc, dans le mot délation, c'était simplement pour dire, osons dire qu'il y a des gens qui sont en difficulté. Faites remonter auprès de nous. Et ça, pour faire remonter, la démocratie participative, qui était vraiment notre cheval de bataille, qui continue, mais que je vais véritablement accentuer dans tous les quartiers. Faire en sorte qu'il y ait ces comités, faire en sorte qu'il y ait ces référents, qui nous fassent remonter les informations auprès de nos élus, et que nos élus puissent en parler dans le conseil municipal, que le conseil municipal puisse être le bras armé avec le CCAS et tout ce qu'il y a en place, la caisse des écoles, puisse aider ces populations-là. Voilà comment je vois les choses à ce niveau. On doit aider notre prochain, parce que notre prochain qui est là, on ne le voit plus, on ne le voit pas. Et ça, pour moi, vous voyez, ça, c'est du pragmatisme. Vous avez besoin d'aller chercher de l'argent loin pour pouvoir faire ça? Non. Ça veut dire que nous-mêmes, en tant que population chéchéroise, nous pouvons faire cela et faire remonter pour que nous puissions régler ce problème-là. C'était dans ce sens-là, monsieur Laouché. Ouais. Ouais. Je vous écoutais là et je me disais que le prêtre de l'église de Saint-Christophe pourrait dire exactement les mêmes mots. Oui. Et monsieur Marombo, vous avez deux solutions Oui. d'aider les gens. Oui. Cette personne-là est en difficulté. Vous pouvez lui donner de l'argent, l'aider, etc. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Mais vous pouvez aussi lui donner un travail pour lui permettre de gagner sa vie. Exact. Bon, mais non, mais le curé, il n'est pas là pour donner un travail. Mais c'est il est vous qui venu doit- pour donner la charité. Et vous parlez comme ça. Non. Alors, mais si, vous parlez comme ça. Si vous voyez que c'est parlé comme ça, ben, c'est très intéressant parce que... Mais peut-être que aider l'autre, c'est de la charité aussi. Aider l'autre, c'est de la charité, c'est aider, comme je vous ai dit. Mais comme vous me parlez de lui trouver un travail. Oui. Mais pour lui trouver le travail, c'est pour ça que je vous ai parlé de le fait de faire remonter l'information. Oui, oui, ça c'est... L'information, mais ça va être, mais il a besoin d'un travail. L'information, c'est non. Il y a deux personnes dans la famille, il y en a une qui est sur le lit, l'autre personne est trop âgée, elle ne peut pas l'aider. C'est mettre en place l'APA. C'est-à-dire, par rapport à la situation, je vais trouver, et nous allons trouver, la solution permettant d'aider cette personne. Si cette personne, c'est un travail qu'il lui faut, nous mettrons en place tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'elle trouve un travail. Mais ce n'est pas obligatoirement la mairie qui va... Non, il y a des solutions qui existent parce que nous savons trouver les différentes arcades pour le faire. Le fait de faire remonter l'information, peut-être que c'est ce qui manque dans ce que j'ai dit, c'est simplement qu'après, elle est travaillée, elle est mise en place. Cette information va passer dans les différents services municipaux pour faire en sorte que les services puissent travailler dans le sens de la population. Donc, vous y voyez de la charité, mais non, ce n'est pas de la charité, c'est un tout. C'est un tout, c'est aider cette population et faire en sorte qu'elle puisse avoir des solutions
assez problématique, parce que des fois, ils n'en ont pas qu'une seule, ils en ont plusieurs. Donc non, je ne vais pas dans votre sens. D'accord. Est-ce que vous souhaitez dire quelque chose? Nous arrivons à la fin de l'émission. Oui. Ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord, il faut dire merci. Merci de m'avoir laissé parler autant de temps, puisque j'ai pu m'exprimer. Et puis dire au Chelchérois que ce Chelchérois qui vous parle et qui a cette envie réelle de faire avancer les choses, de continuer à les faire avancer, va tout faire. Va tout faire pour les écouter, va tout faire pour trouver des solutions, va tout faire pour trouver des équilibres, parce que bien souvent, il est difficile de trouver des équilibres. Il va tout faire pour pouvoir faire en sorte que ces poches de précarité, comme j'en ai parlé, tout comme ceux qui vivent bien, que toutes ces personnes sur le territoire de Chelcher puissent y trouver leur compte. Je ne veux que personne soit sur le bord du chemin. Je veux que nous ayons la possibilité que ce bien vivre à Chelcher puisse continuer. Que ce bien vivre à Chelcher que nous avons institué quelque part par rapport à ce que nous avons mis comme politique puisse encore plus profiter à la population. Je veux que les associations, parce qu'on n'en a pas parlé, Monsieur Laouché, que les associations, des associations qui ont pignon sur rue, qui font des choses de lutte contre la précarité, comme l'association Coup de Maigre en Moune de Jean-Louis Marteau, c'est toutes ces associations-là qu'on puisse les accompagner, qu'elles puissent nous aider. Notre force, c'est le Chelchérois. Notre force, c'est la Chelchéroise. Notre force, c'est de faire en sorte que nous puissions continuer ce travail, parce que notre ville, elle est belle, notre ville est attractive, elle continuera de l'être avec Didier Marmot et toute son équipe à sa tête en mars 2026. Merci beaucoup. Je vous remercie, Merci Monsieur beaucoup, Laouché. Monsieur Marmot. Merci à tous les Canal Chelchérois. Martinique Télévision, nous avons eu le plaisir de converser devant vous avec Didier Marmot, qui est candidat aux prochaines élections municipales à la ville de Chelcher en 2026, avec le mouvement qui s'appelle Vivre à Chelcher. Tout à fait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.